C'était un paysage lacustre, assemblage irrégulier d'étangs, de marais, de ruisseaux et de tourbières. La main de l'homme avait à grand-peine pu y tailler quelques canaux et arracher aux eaux quelques enclaves précaires de terre. Le soleil n'y perçait jamais tout à fait, tant l'humidité et la vapeur ambiante, qui faisaient comme un voile blanc et cotonneux, drapaient la surface des flots et roulaient en continu sur les terres émergées. Entre les étendues d'eau, ici ou là, subsistaient quelques futaies. Certains arbres étaient même imposants et vénérables, mais pour l'essentiel, le sol, acide et pauvre de la tourbière, ne pouvait maintenir que des plantes rases, des lèches et des joncs. Ce camailleux infini de verre n'était pas sans beauté, mais d'une beauté accablée par le sentiment qu'un venin âcre baignait chaque arbre, chaque plante, et que la couleur elle-même était faite de ce poison. Au milieu de cette mer de brume, comme des îlots perdus et solitaires, des hameaux de quelques dizaines de maisons sur pilotis, de bois, de mousse et de boue, jalonnaient les abords des chenaux sur lesquels des bachots à fond plat glissaient en silence. Ceux qui habitaient là avaient la vie rude, et leur caractère s'en trouvait profondément affecté. Quasiment recluses et inféodées au marécage, les familles se connaissaient toutes, tant étaient antiques les filiations des premiers hommes et des premières femmes qui s'étaient installées ici. Les figures étaient fermées et sans douceur. Seuls leurs yeux gris-vert, comme les mousses des toitures des petites maisons rectangulaires, laissaient filtrer des émotions, principalement une mélancolie poisseuse ainsi qu'une grande lassitude. Leur vie était monotone et rythmée par le niveau fluctuant des eaux qui variait au gré des crues, des saisons et des lunes. Ils subsistaient d'un peu de pêche, de l'élevage de basse-cour et de quelques moutons, mais surtout de l'extraction et du commerce de la tourbe. Ici, pendant longtemps, bien avant les hommes, était une ancienne et luxuriante forêt, et génération après génération, les feuilles, les branches, les troncs, les tiges, les racines et surtout les sphègnes se sont accumulés en couches épaisses, au fond des eaux claires et froides du marais qui baignaient leurs pieds. Les matières végétales ainsi immergées, protégées de la rapide putréfaction due à l'air, se sont transformées sous leur propre poids. Durant 10 000 ans, couche après couche, au sein du marais, comme placée au cœur d'une cornue, l'alchimie que seul l'anator d'un temps long permet, avait à la fin engendré cette tourbe noire, fibreuse et odorante. Là où elle affleurait, à coups de brèches et de fendoirs, on l'arrachait à la terre en détaillant de petits lingots collants, afin de faire sourdre l'eau de ces briquettes noires, on les posait en tas irréguliers au bord de la fosse ainsi creusée, avant de les charger et de les acheminer jusqu'au bourg le plus proche. Une fois à destination, après un jour ou deux de charrette, à bœuf ou à dos d'homme, on les vendait au mieux disant pour alimenter foyers et fourneaux. Liam Murphy était un tourbier établi, dur à la tâche, qui à force de temps de travail avait pu accéder à un certain confort matériel. Cette aisance lui conférait respect et autorité sur les gens des hameaux aux alentours. Il possédait plusieurs charrettes à bœuf et employait, selon la saison, de 3 à 30 tâcherons, souvent des voisins, qu'il payait à la pièce pour exploiter ses différentes concessions. Il avait appris son travail de son père, qu'il avait appris de son père, et à son tour, il emmenait souvent ses 2 fils, Soham et Nolan, à la fosse. Ce jour-là, la pluie tombait finement depuis le jeune matin. Liam et ses fils se rendaient à la fosse dès que Dra et tous les 3 étaient descendus de la charrette pour alléger la peine des bœufs qui s'enfonçaient et dérapaient sur le chemin gorgé d'eau. Une fois en haut de la petite butte, ils virent en contrebas les 2 tâcherons s'agiter de façon désordonnée, au bord de la fosse à tourbe. Tantôt ils levaient les bras au ciel, tantôt ils fixaient le fond du trou. Ils semblaient se disputer. « Eh, vous deux, que faites-vous ? Je vous paye pas à vous battre !» Les 2 tâcherons s'interrompirent et venant à la rencontre de leur employeur d'un pas décidé. Ils déposèrent leurs bêches et leurs pics au pied de Liam avant de partir sans plus d'explications. Soham l'aîné tenta bien de retenir l'un d'eux par l'épaule, mais ce dernier se dégagea rapidement en lui jetant un regard noir tout en lui murmurant « Maudit, nous sommes tous maudits !» Le père et les fils étaient pleins d'interrogations, et sans un mot, laissant la charrette sur place, ils entreprirent de descendre jusqu'à la fosse. La fosse était très large et longue, mais encore peu profonde. Les poches de tourbe pouvaient descendre
à 12 ou 13 pieds, mais celle-ci, un homme aurait pu encore se tenir debout sur le fond sans qu'il ne disparaisse totalement. Liam ne comprit pas tout de suite ce qu'il voyait au fond du trou, puis se laissa glisser le long de la petite échelle de bois appuyée au bord de la fosse. « Venez mes fils, descendez avec moi, prenez vos bêches. » Les 3 hommes entreprirent de dégager la masse, avec prudence et délicatesse, tantôt avec des outils, tantôt à main nue, chacun grattait de son côté, en prenant soin de ne pas entamer ce qui s'y trouvait, intimement mêlé à la tourbe, à près de 6 pieds sous la surface. Durant l'heure que dura l'exhumation, de leur bouche, seule la buée d'un souffle haletant et court passa. Ils ne prononcèrent aucun mot. La sidération les avait plongés dans le mutisme. Avec le plus grand soin, ils avaient totalement extirpé la funeste découverte de sa sépulcrale gangue de tourbe. Pour mieux comprendre ce qu'ils avaient sous les yeux, Liam se hissa dehors de la fosse. Au fond du trou, enlacés, l'une dans les bras de l'autre, les jambes entrecroisées, tête contre tête, face vers le ciel, 2 jeunes filles étaient là. Elles semblaient de même taille et de même corpulence, plutôt fines. L'une d'elles avait une longue chevelure qui cachait leur face à toutes les 2. Une chevelure dense, d'un noir aussi profond que le fond de la fosse. Sous la saleté, mêlée à la pluie, on devinait une peau très blanche, nacrée, presque transparente. Elles étaient très bien faites, et elles étaient nues. Les 2 jeunes hommes s'en trouvèrent troublés. C'était différent pour son alter ego. Si la silhouette générale était identique, au point d'être le propre reflet de la fille pâle dans un miroir, il n'en était rien dans le détail. La peau était rougie et cloquée, les cheveux brûlés s'aggloméraient en amas fondus sur son crâne dégarni. Ses chairs carbonisées offraient à voir, à certains endroits, des muscles à vif, des tendons racornis et même des os partiellement calcinés. Bien sûr, elles étaient mortes, toutes les 2. Il ne pouvait en être autrement. Mais la corruption ne semblait pas avoir eu de prise sur leurs dépouilles. On avait l'impression que la fille brûlée venait à la minute de jaillir du terrible brasier qu'il avait ravagé pour se coucher dans cette fosse. D'ailleurs, Nolan tordait le nez, flairant l'odeur écœurante des cheveux, des poils et des ongles jetés au feu. Quant à la fille pâle, qui semblait si fraîche et faisait une si étrange sensation de vie, on s'attendait à la voir se réveiller, s'étirer et se lever d'un instant à l'autre. Liam, qui n'avait toujours pas prononcé un mot, fixa les femmes avec intensité et se posait tellement de questions. Qui était-elle? Comment et pourquoi était-elle morte? Comment pouvait-elle se trouver là? Il lui semblait impossible qu'on soit venu les enterrer très récemment. La façon dont elles étaient ensevelies lui suggérait l'idée insensée qu'elles avaient toujours été là, ou du moins qu'elles l'étaient là depuis la tourbe. De toutes ces interrogations sans réponse, une intuition, une certitude même pointa. Les 2 silhouettes, l'une brûlée, l'autre intacte, étaient si ressemblantes, si comparables, qu'il ne pouvait s'agir que de sœurs, et même de jumelles. Liam s'assit au bord du trou pour se laisser glisser sur le fond. Il ordonna à ses fils de l'aider. Il décida qu'il fallait les emmener au village, les emmener chez le pasteur pour leur donner des sacrements et une tombe plus orthodoxe. Liam Murphy connaissait bien le pasteur Green. Ils étaient tous 2 hommes d'influence dans la petite communauté. Ils se fréquentaient régulièrement. L'homme de foi aurait peut-être, dans ses antiques registres paroissiaux, quelques informations pouvant aider à identifier les jeunes filles. La décence et la charité chrétienne ordonna à cet homme pieux de ne pas laisser ainsi exposer aux éléments et aux vues des passants les défuntes dénudées. Et puis les gens d'ici étaient superstitieux. Si l'affaire s'ébruitait, trop ils ne trouveraient plus de tâcherons à envoyer dans cette fosse. Mais plus encore que la décence, la charité ou l'impact sur son affaire, c'est l'ardente curiosité qui grandissait en lui qui le poussa à agir. Liam était fasciné par ces 2 corps, par leur position alanguie et par la blancheur nacrée de l'une, mais aussi par l'horrible état de l'autre. Il voulait, même au prix du sacrilège, connaître leur secret. « Venez, mes fils, déplaçons ces pauvres filles. La brûler en premier. » Liam saisit les chevilles. Nolan et Soham passèrent leurs mains sous le buste horriblement rôti. Lorsque tous les 3 voulurent la soulever, ils ne s'attendaient pas à une telle résistance. Les jambes venaient, sans problème, le buste se soulevait également, mais la tête pesait comme si elles étaient retenues au sol. Leurs mains étaient glissantes de pluie et de fange, et ils lâchèrent prise.
la jeune fille reprit lourdement sa place dans l'empreinte qu'avait fait son anatomie dans la tourbe. Pour mieux voir le visage des jeunes filles, qui semblaient toujours être joue contre joue, malgré les heurts de la tentative de déplacement, Liam écarta à grand-peine l'épaisse et longue chevelure noire de la fille pâle. Il fut pris d'un mouvement de recul, et trébuchant, il tomba à la renverse dans une flaque d'eau grise. Leur gémillité, leur horrible gémillité, ne faisait plus aucun doute. Du menton jusqu'à la tempe, leur peau, leur chair, leurs os étaient fusionnés en un seul et étrange visage double. Voilà qui expliquait l'impossibilité de lever la fille. Liam s'était ressaisi et s'approcha de nouveau des cadavres. Il inspecta avec minutie cette mystérieuse Janus. À sa droite, la fille pâle semblait paisiblement dormir. Ses traits étaient fins, et si on faisait abstraction de sa sœur accolée, elle était très belle. À sa gauche, la face complètement brûlée de la victime des flammes affichait sinistrement des lèvres rétractées jusqu'à des gencives qui dévoilaient ainsi un trop grand et grimaçant sourire. Comment se pouvait-il que l'une soit si atrocement brûlée, tandis que l'autre ne présentait aucun stigmate? C'était impossible. En s'aidant de cordes et de rampes et à la force de leur bœuf, les trois hommes posèrent les siamoises dans le tombereau de la charrette et après avoir recouvert les corps d'une toile enduite qui aurait servi à protéger leur cargaison de tourbe de la pluie, ils s'en retournèrent aussi vite que possible au hameau. « Alors, dit Clan, qu'en pensez-vous, vous qui êtes versé dans l'histoire et les mythes de notre marais ?» Le pasteur, qui jouait fébrilement avec son chapelet et faisait les 100 pas, n'arrivait pas à décrocher son regard des mortes, qui gisaient sur le sol de la réserve à la briquerie. Je ne sais pas, c'est très troublant, même si ce n'est pas la première fois que l'on retrouve un cadavre dans la tourbe. Vous savez bien qu'il arrive encore qu'un enfant ou qu'un vieux s'empêtre la nuit dans le marais, perde son chemin et s'y noie. Souvenez-vous, la vieille a dit. On l'a toujours pas retrouvé, ça fait 5 ans. Mais on peut également découvrir des morts beaucoup plus anciens, des victimes de rites archaïques, avant que la lumière du Christ ne les éclaire. Nos ancêtres étaient des païens qui sacrifiaient à de nombreuses et obscures divinités de la terre et des eaux. Pour attirer les faveurs ou calmer la colère des esprits, ils ensevelissaient au cœur du marais de la nourriture, des animaux, mais aussi parfois des humains. Que je sache, l'époque sombre de cette barbarie, Dieu soit loué, s'est perdue dans le temps. Et lorsque l'on exhume un tel holocauste impie, le corps est racorni, tanné et noirci par les minéraux de la tourbe qui s'insinuent dans les chairs. Là, c'est très différent. Ce monstre, cette aberration, elle paraît si vivante. Une partie de la soirée, les deux hommes débattirent de ce qu'il convenait de faire des morts. Le pasteur proposa finalement une inhumation discrète dans le clos de la chapelle abandonnée, en terre consacrée, non loin du hameau, à l'emplacement de l'ancien village qu'il avait fallu déplacer il y a des années, tant le sol était devenu spongieux. À cet endroit, toutes les constructions s'enfonçaient de plus d'1 pied par an, comme avalées par la terre. La chapelle, seule construction entièrement de pierre, avait déjà été engloutie jusqu'au linteau. « Très bien, Pérégrine. Demain, je viendrai avec mes fils, nous creuserons la tombe et vous direz les mots. Vous ferez les signes, vous bénirez ces malheureuses, et nous n'en parlerons plus. En attendant, elles resteront dans la réserve, personne n'y viendra. » Les deux hommes sortirent de la réserve. Liam barra la porte avec la planche du loquet. Ils rehaussèrent le col de leur veste de laine pour couper le vent sur leur cou. Ils se saluèrent et chacun repartit dans la nuit tombante vers son foyer, encore troublé, anxieux et plein d'interrogations. Et seule l'idée de remettre en terre dès le lendemain matin à la créature les soulageait un peu. Liam n'avait pas d'appétit ce soir-là, mais il se força tout de même à manger un peu de pain et du bouillon gardé pour lui au chaud. Veuf, il avait pris l'habitude de s'assoupir sur le fauteuil en rotin près de l'âtre, désertant le plus possible sa couche froide et vide. Le lit où sa femme mourut 2 ans plus tôt d'une mauvaise fièvre, laissant seuls lui et leurs 2 fils. Maintenant que les enfants étaient de jeunes hommes en âge de se marier et qu'ils logeaient dans la petite bâtisse de l'autre côté de la cour, il était encore plus seul. L'étrangeté des événements et la fatigue de la journée et le bruit hypnotique de la pluie au dehors eurent raison de lui, encore plus vite qu'à l'accoutumée. Il sombra rapidement dans un demi-sommeil agité et collant, où rêves et cauchemars se mêlaient sans ordre. Après quelques heures de cette mauvaise nuit, alors que l'obscurité du dehors était la plus profonde et que le feu dans l'âtre était mourant, une longue et sinistre lamentation le tira de sa semi-torpeur. Les yeux encore pleins de sommeil,
il ne distingua pas tout de suite ce qui se dressait devant lui. Elles étaient là, debout, dans l'embrasure de la porte, toujours nues et couvertes d'un sang noir que la pluie battante avait commencé à laver. Elles fixaient Liam de leurs 4 yeux, pleines du sourd et antique rage. Liam, lié par le sceau de la peur, resta d'abord comme tétanisé. Puis, il voulut se lever pour saisir un tison au pied du foyer. Mais ses jambes se dérobaient sous lui. Elles étaient là, immobiles. Liam ne pouvait porter son regard ailleurs que leurs yeux noirs, noirs comme la tourbe. Comme elles s'avançaient vers lui, dans une horrible démarche saccadée, rappelant celle d'un faucheux, le feu ravivé par l'air s'engouffrait par la porte, entr'ouverte, éclaira la créature dans des soubresauts de lumière rouge sombre. Les mains crispées de l'horreur, agrippées par les cheveux, les têtes arrachées de Soham, de Nohan et du père Green. De cette tête horriblement amputée, dont l'expression épouvantée et figée semblait irréelle, coulait tantôt à grosses gouttes, tantôt en fin filet, une liqueur épaisse et vermillonne. « Non, mes enfants, maudite, qu'as-tu fait ?» Tout en grognant, la femme araignée, qui n'avait plus rien d'humain, continuait d'avancer. Liam, dans un élan de courage et de colère, s'était enfin levé pour saisir la forte tige de fer recourbée qui lui servait à remuer, agencer et attiser les briquettes de tourbe jetées dans les flammes. La fuite lui était impossible. Elle occupait de tout son large double corps tout le passage vers la seule issue de la pièce. Il devait faire face. Brandissant son arme de fortune, il se propulsa en avant et l'abattit avec force sur le crâne, côté dégarni de la bête. La barre tordue transperça l'os dans un craquement sec. Se ficha et resta profondément planté dans la tête de la jumelle brûlée. La monstrueuse créature chancela, flancha et s'écroula aux pieds de Liam. Interdit, incrédule et nauséeux, il recula pour mieux prendre la mesure de ce qui venait d'arriver. Mais il n'eut pas le temps de reprendre son souffle. Un cri malfaisant, aigu et insoutenable vient déchirer l'épais silence qui soudain s'était fait. La créature fut prise de légers tressaillements, puis de sursauts, et enfin de longs et violents tremblements. Tandis que le côté pas de la créature se relevait avec effort, le double visage se fendit par le milieu. La jointure des 2 têtes, de la tempe au menton, s'élargit et s'écarta dans un chointement de cuir déchiré. La fille pâle se redressa entièrement, et sa jumelle complètement séparée d'elle, tige de fer toujours plantée dans le crâne, glissa misérablement à plat ventre sur le sol maculé de sang, de boue et de tourbe. La diablesse blanche fixa de nouveau Liam. Elle passa sa main droite sur la plaie béante qui avait fait la séparation. La blessure ensanglantée et irrégulière sembla s'animer et blêmir. Les os, les muscles et la peau manquante se régénèrent en un moment pour rendre sa parfaite symétrie à ce funeste visage si lisse et nacré. Quittant un instant Liam du regard, elle se pencha sur la dépouille de sa sœur pour lui passer doucement le plat de la main sur le dos, le cou et la tête. Elle buta contre la froide tige de fer qui la perçait. Se saisissant du tison, elle le tira en avant et en arrière, et par à coups, pour l'arracher de sa jumelle. Une fois qu'elle eut retiré et jeté au loin la verge de métal, elle s'accroupit à ses côtés pour la prendre dans ses bras et la bercer doucement. On entendit alors ces gémissements, des lamentations et des sanglots si déchirantes que si elle n'avait été émise que par cet être infâme, il aurait arraché des larmes aux cœurs les plus durs. Liam voulut saisir sa chance et s'enfuir, en contournant la strige éplorée. Il longea le mur en ne la quittant pas du regard. Maintenant, il leur faisait face. Les 2 femmes étaient enlacées, blotties dans les bras l'une de l'autre, dans la posture étrange où elles avaient été trouvées le matin même. Liam tenta de glisser un peu plus vers la sortie, mais la fille pâle tendit un bras et agrippa sa cheville et la tira violemment à elle. La créature avait une puissance prodigieuse. À la force d'un seul bras, elle retourna Liam, qui tenta de se retenir au bord saillant des lames du plancher, s'écorcha les paumes des doigts et se retourna plusieurs ongles. Maintenant, elle le maintenait tout contre elle, visage contre visage. Elle appuya toujours sa joue contre celle de sa sœur inanimée, de sorte que les 3 têtes étaient accolées. Liam suffoquait. Elle le comprimait contre elle. Il sentait contre son oreille le souffle chaud et mouillé de la fille pâle. Elle serrait toujours plus fort. Liam, dont les yeux étaient révulsés de douleur,
entendit des craquements de sa propre boîte crânienne. Sa mâchoire se disloqua en premier, puis se fout le tour des arcades sourcilières de ses tempes de se briser. Du chef de Liam, il ne restait plus qu'un amas informe, une bouillie sanguinolente d'os, de viande, de peau et de cheveux. Tandis qu'elle se repaissait des lambeaux de muscles qui pendaient du cou de Liam, et qu'elle lapait les fluides qui s'en écoulaient pour reprendre des forces, les chairs de sa joue s'animèrent de nouveau. La blessure de la séparation s'ouvrit et son visage s'amalgama avec le visage de sa sœur qui s'anima. Les jumelles étaient de nouveau unies et complètes. Quel maléfice, quel abominable rituel, quelle souffrance inhumaine avait donné naissance à une telle engeance. Difformité possédée ou démon incarné, nul ne pouvait le savoir. C'était une créature archaïque dont l'origine se perdait dans la brume du passé. Les deux femmes partageaient la même âme immonde et damnée. Il en était de même pour leur corps siamois qui, au besoin, pouvaient se scinder et s'agréger. Ceux qui l'avaient affronté il y a 1 millier d'années avaient compris que la détruire serait ardu. Toutefois, après avoir carbonisé l'une des sœurs, en la poussant dans un feu de tourbe, ils avaient réussi à l'affaiblir suffisamment longtemps pour les sceller dans la fange. Il est de terribles puissances qui doivent à tout jamais rester enfuies. La femme aux 4 jambes, aux 4 bras et au double visage se redressa et dirigea son regard vers la porte. Maintenant qu'elle était libérée de sa prison de tourbe, elle pourrait donner libre cours à sa soif de sang.